C'est comme si, en si peu de temps, une personne était capable, avec des mots précis, d'expliquer en fait mon mode de fonctionnement. Je me suis reconnu de suite. Ça peut peut-être déjà répondre sur le contexte dans lequel j'ai découvert la singularité. En fait, je l'ai découvert à 2 reprises. Et en fait, j'ai rencontré plutôt Patrick que la singularité dans un premier temps. C'était lors d'une expérience qui nous a animés. On était un groupe avec des personnes que je ne connaissais pas de ce groupe-là. Et en fait, il nous a fait vivre une expérience qu'il appelle des simulations. Et en fait, j'ai découvert à travers ce qu'il nous a fait vivre en très peu de temps, ce que lui appelait la singularité que je ne savais pas en fait. Et en fait, j'ai été complètement bluffé par l'effet que ça avait produit sur moi en si peu de temps et de toucher une petite vérité qui était la mienne, mais juste par un effet d'expérience et de questions qu'il posait, voilà, hyper simple. Donc ça, c'est déjà un premier lien avec Patrick et donc la singularité. Et le deuxième temps, là, il est plus concret puisque c'est Patrick qui m'invite à l'une de ses formations. Et je découvre en fait ce qu'on appelle le noyau de singularité, donc le mien. Et j'ai encore la sensation et l'émotion particulière de ce que ça a fait sur moi. C'est-à-dire que c'est comme si, en si peu de temps, une personne était capable, avec des mots précis, d'expliquer en fait mon mode de fonctionnement. Je me suis reconnu de suite. Et la sensation qui est arrivée derrière, c'est de se dire, mais en fait, je ne peux plus voir les choses de la même manière. Et c'était vraiment quelque chose à la fois pour moi, mais que j'observais aussi des autres qui étaient autour de moi sur leur manière de découvrir aussi leur noyau de singularité. Donc c'est vraiment là où j'ai découvert la singularité et donc la puissance de la singularité, mais à travers moi en fait, à travers la manière dont moi je l'ai vécu. Et puis après, j'ai découvert toute la boîte à outils qu'il y avait derrière, infinie, qui continue à s'enrichir. Et là, c'était presque une mine d'or en fait. Pour soi et aussi de découvrir qu'il existe ces outils-là qui sont formidables pour les gens. Ce que cette approche amène de différent, donc dans toutes les approches de coaching, de conseil en général, c'est que je pense qu'elle ne vise pas, ou en tout cas elle n'appuie pas au même endroit. C'est-à-dire que la singularité a pour principe d'aller chercher des fondamentaux qui sont des choses que l'on vit, qu'une personne vit, qu'une organisation vit, mais qui est de l'ordre de l'impalpable et du stable, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui est invisible et qui agit en permanence. Donc je dirais que c'est plutôt une approche un peu plus, alors je ne vais pas dire scientifique quand même, parce qu'il y a quand même des protocoles très précis qui permettent d'aller les chercher. Chose que le conseil ou le coaching va s'appuyer sur des méthodes, mais va être plus sur cette identité, c'est-à-dire ce qui est visible. Là, avec la singularité, on touche quelque chose qui est vraiment invisible et qu'on rend visible pour le coup. Et la manière de le rendre visible, c'est notamment les mots en fait, qui sont utilisés, puisque c'est le registre visible de l'expression de la singularité. Donc en ça, je pense que c'est vraiment différent d'une autre approche, qui je pense aussi est complémentaire. Mais j'aurais presque envie de dire que s'il y a des coachs, des consultants qui veulent aussi se former à cette méthode-là, j'aurais presque envie d'exprimer qu'il y a bien peut-être un ordre avec lequel il faut commencer à accompagner, c'est-à-dire commencer par aller chercher ces bases invisibles, stables, pour ensuite aller travailler de l'accompagnement plutôt de l'ordre de l'identité, de ce qui s'opère, de ce qui est visible en fait. Donc c'est en ça où je pense que ça peut permettre un conseil beaucoup plus pertinent, un accompagnement de coaching encore plus puissant, parce qu'il y a une base solide sur laquelle l'entreprise, l'organisation ou la personne va se reconnaître pour pouvoir s'appuyer et aller plus loin. La singularité s'opère aussi bien pour des entreprises ou des individus. Pour des entreprises, pour la simple et bonne raison de ce que je comprends de la théorie, c'est que en fait, elle se base sur la singularité du fondateur de l'entreprise qui donne en fait cet esprit, cette culture, cet ADN, enfin on peut l'appeler sous les différents termes que souvent on utilise dans les entreprises. Et donc, elle est d'abord issue d'une source, d'une personne qui ensuite la diffuse dans l'organisation. Et ensuite, eh bien, sur le plan... donc elle a un effet organisationnel, évidemment, dans le management, dans toutes les actions qui s'opèrent au quotidien. Mais elle est aussi basée sur
les individus, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons cette singularité, que l'on fonde une entreprise ou qu'on ne fonde pas d'entreprise, on a notre singularité qui nous permet de prendre notre place dans nos métiers, dans les endroits où on doit opérer, et qui nous permet d'être quand même alignés. Et donc voilà, je pense qu'en fait ça part déjà d'une personne, et ensuite ça prend une forme soit entrepreneuriale d'entreprise, d'organisation, ou soit d'entrepreneuriat de son propre métier, de ses actions professionnelles. Et personnelles aussi, les deux sont liés. Alors les transformations que j'ai pu voir s'opérer de toutes les personnes qui ont fait la machine à voyager, donc que j'anime, en fait déjà pour témoigner, c'est que la machine à voyager, elle s'appuie à la fois sur les protocoles de singularité donc élaborés par Patrick Mathieu Singularité, mais aussi sur ma singularité, puisqu'en fait c'est ma singularité qui se joue dans le fait que je fasse vivre ces protocoles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans la machine à voyager, je vais chercher quelque part la passion des gens et je la détecte assez rapidement. Donc les effets que ça produit avec la singularité qui vient donner une amplification à ça, c'est que assez rapidement, la notion de la passion, pas au sens hobby, plutôt au sens émancipation, c'est-à-dire celle qui donne du sens à ce qu'on a à faire, eh bien en fait j'ai vu s'opérer des changements de trajectoire. Alors pas de changements de vie radicaux, mais en tout cas des réalignements de choses qui se faisaient à côté, qu'on pouvait appeler une petite passion, ou une grande passion, mais qui n'étaient pas dedans, en fait. Et c'est bien là où moi j'ai cette sensation, c'est que dans la passion, il y a bien une énergie très particulière qui est liée à la singularité. Donc les gens qui ont fait la machine à voyager sont connectés à leur passion, qui soit plus ou moins présente, et donc quand ils se réalignent à ça, alors il y a quelque chose qui s'opère et qui accélère, amplifie, quelque chose qui était peut-être un peu hésitant au départ. Donc plusieurs personnes dont j'ai senti qu'il y a bien eu un changement qui s'est opéré derrière, une transformation, mais pas radicale en fait, plutôt en douceur, plutôt même de bien-être, c'est-à-dire qu'il y a un réalignement qui s'opère et en fait on sent que la personne elle se sent au bon endroit et juste dans ce qu'elle a à faire. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc, plutôt des réalignements de vocation, par exemple, ou d'énergie qui se font dans ce qui les anime profondément et qui les passionne. Alors, je recommanderais cette approche déjà aux professionnels de l'accompagnement. Soit ceux qui sont déjà lancés pour un peu augmenter, voire même élargir la palette. Mais encore une fois, je pense que dans les palettes d'outils d'accompagnement, que ce soit du coaching ou du consulting, il y a certainement un ordre avec lequel on peut opérer et je pense que la singularité est une des premières bases. Pourquoi je le recommanderais parce que je pense qu'en fait c'est puissant, c'est peu connu parce que c'est nouveau et c'est, je pense aussi, une manière d'aller chercher la profondeur d'une personne pour un coach ou d'un consultant pour une organisation, de quelque chose qui est essentiel, sur lequel ils vont pouvoir performer dans leur pertinence de conseil ou d'accompagnement et de coaching. C'est-à-dire gagner du temps tout simplement. Pour les organisations, je pense que la recommandation la plus importante, c'est le dirigeant. Puisque en fait, il est la personne source, en tout cas pour ceux qui sont les fondateurs de l'entreprise, il est la personne source. Donc s'il veut que les gens soient la ressource de la source qu'ils sont, alors il faut pouvoir nommer cette source. Et ça ne se nomme pas par le monde des idées, ça ne se nomme pas par le monde du brainstorming, ça se nomme par un travail plus introspectif qu'il faut révéler. Et la révélation ne peut se faire que par de la méthode et par un regard extérieur. Et l'enjeu derrière pour un dirigeant, c'est la pérennité de son entreprise. Et c'est ça que je pense qu'il est le plus important. Donc pérennité veut dire transmission, mais aussi veut dire que l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des managers puissent se connecter à cette source en fait. Et alors là, c'est plutôt une croyance personnelle, mais je pense que si cette source-là n'est pas matérialisée, alors elle ne peut pas être transmise, et donc elle ne peut pas avoir d'effet, d'impact dans le business de l'entreprise, mais aussi et surtout dans la société.
Je peux aussi témoigner personnellement, puisque j'agis auprès des organisations, des dirigeants, des managers, et puis dans l'accompagnement. Mais j'agis sous un angle, on va dire, de passion, puisque je parlais de passion. C'est le design, en fait. Parce que mon métier de designer, celui que j'ai appris, est au service de cette capacité à matérialiser ce que moi j'appelle le why, mais en fait qui est assez proche de la singularité. La singularité est quand même un peu plus globale. Moi, j'ai cherché cette fameuse source, ce fameux why. Et ce qui me fait réagir souvent et qui m'oblige à le faire, c'est que cette chose, elle est souvent invisible, elle est intangible. Et moi, je veux faire ça, faire que ça soit tangible. Donc, je rends ça matériel. Et matériel, ça ne veut pas dire juste mettre des mots, c'est aussi mettre une forme symbolique qui va être en adéquation, en cohérence avec l'identité de l'entreprise. Et donc, le rôle du design, tel que moi je le fais avec la machine à voyager, c'est de matérialiser ça sous forme d'objets que j'appelle des totems, en fait. Puisqu'en fait, ce sont des objets rituels, des objets sacrés qui peuvent s'incorporer dans l'entreprise et autour duquel on peut créer des rites et notamment faciliter l'engagement, l'appropriation des collaborateurs sur ce qui fait sens dans l'entreprise.